Bonjour, bienvenue au webinaire d'exploration et d'appropriation du tableau de bord des communautés. Mon nom est Martine Leroux, je suis agente de développement à l'Observatoire estrien du développement des communautés et je suis responsable du volet et de l'animation du tableau de bord pour qu'il soit un outil vivant sur le terrain. Un mot sur l'Observatoire estrien du développement des communautés. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, on est une ressource collective qui contribue à améliorer la qualité de vie des populations en Estrie. Donc, on crée des ponts entre la recherche et le terrain à travers 4 volets. Donc, on a un volet d'information qui est notre carrefour de l'information qui comprend le tableau de bord des communautés. On a une bibliothèque multimédia avec beaucoup de références. On a Sonore, qui est notre balado qui met qui présente des initiatives en développement des communautés en Estrie. On a un volet aussi de recherche et d'évaluation pour réaliser des portraits, états de situation, études de besoins et évaluation. On peut soutenir aussi des démarches concertées locales, régionales. On peut aider pour des planifications stratégiques, des plans d'action à travers notre volet accompagnement. Et enfin, le dernier volet qu'on a à l'Observatoire, c'est le partage de pratiques à travers notre comité d'avancement des pratiques. On a des ateliers, des journées de réflexion, webinaires, donc c'est assez vivant comme organisme. Et plus spécifiquement par rapport au tableau de bord des communautés, l'accompagnement qui est offert par l'Observatoire, c'est justement de s'approprier les données du tableau. Donc, si vous voulez présenter le tableau de manière un peu plus poussée que ce que j'ai fait aujourd'hui, de former vos équipes, c'est possible de le faire. Puis, on offre aussi des rencontres d'animation qui regroupent des citoyens et des acteurs du milieu pour réfléchir un peu sur les forces, les défis, les enjeux et faire ressortir les pistes d'action. Donc, c'est assez dynamique comme accompagnement qui peut être fait. Ça a été fait à travers des consultations citoyennes. Ça peut être par rapport à des planifications stratégiques. Ça peut être aussi de soutenir des tables de quartier à travers des assemblées de quartier. Donc, c'est un projet qui est vivant et ça permet de croiser des informations quantitatives et qualitatives. Donc, un mot en fait sur le tableau de bord des communautés. Je tiens pour acquis que tout le monde aujourd'hui connaît le projet du tableau de bord des communautés, que vous êtes familier avec les notions de communauté, d'échelle territoriale et des données disponibles. Si vous avez manqué l'introduction au projet du tableau de bord qui s'est donné il y a une quinzaine de minutes, comme je le disais au tout début, la capsule va être disponible pour la revoir. Mais pour ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui et qui connaissent bien le projet, simplement une mise à jour sur qui se fait. Donc, il y a eu tout un travail d'actualisation de la délimitation des communautés locales en 2019-2020. La nouvelle carte, elle est en cours de production. Ça va être une carte interactive. Et dorénavant, on passe de 96 communautés à 113 communautés en 2021. Donc, c'est ça qu'on est en train de mettre à jour. Le tableau de bord des communautés, c'est à partir de ce nouveau découpage-là. Et on en profite pour ajouter des nouveaux indicateurs qu'on va vous présenter aujourd'hui. Le processus est malheureusement ralenti à cause de la gestion de la COVID. Donc, je n'ai pas de nouvelle date de sortie quand est-ce que ce tableau-là va être disponible. Mais je remercie vraiment chaleureusement l'équipe de surveillance de la santé publique du CIUS de l'Estrie-du-Chus qui met à jour ce tableau-là, qui s'occupe justement des données, la production des cartes. Donc, vraiment, c'est une très belle collaboration avec nous. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, on a 5 thèmes qu'on va vous présenter. Simplement pour vous préciser que les indicateurs qui sont disponibles dans le tableau de bord sont proposés à titre indicatif pour chacun de ces thèmes-là. Donc, évidemment, il y a plein d'autres indicateurs quantitatifs, qualitatifs qui existent, mais aujourd'hui, on a tenté de faire l'exercice uniquement avec les données du tableau de bord, des indicateurs disponibles, parce que finalement, ça va être très utile sur le terrain de les avoir à une échelle aussi petite. Donc, les 5 thèmes qui vont être couverts, c'est le niveau de vie et la vulnérabilité, portrait socio-économique sommaire, municipalité dévitalisée et vieillissement de la population, attractivité, rétention et revitalisation, et enfin, planification des services et programmes, avec un petit exemple sur le rétablissement post-COVID. Donc, avec nous aujourd'hui, il me fait plaisir d'introduire Marie-Suzanne Badji, qui a travaillé 7 ans à l'Observatoire et dont 5 a porté le tableau de bord des communautés. C'est donc dire qu'elle connaît tous les secrets du tableau de bord des communautés et tous les codes pour bien comprendre ces indicateurs-là. Marie-Suzanne, elle est économiste de formation et actuellement, elle soutient la réalisation d'un projet sur l'intervention de proximité à l'Institut universitaire
de première ligne en santé et services sociaux. Une petite anecdote pour vous partager que Marie-Suzanne et moi, on a travaillé 1 an sur le tableau de bord des communautés ensemble. Puis en préparant le webinaire aujourd'hui, j'ai vraiment retrouvé la complicité qu'on avait ensemble pour croiser la recherche, le savoir et les besoins du terrain pour que cet outil-là soit accessible. Donc, c'est un peu la mission qu'on s'est donnée, Marie-Suzanne et moi, aujourd'hui, à travers ce webinaire-là, c'est de vraiment le rendre le plus concret. Donc, un grand merci à Marie-Suzanne de poursuivre ta collaboration avec l'OEDC et d'être avec nous aujourd'hui. C'est tout un plaisir, Martine. Bonjour tout le monde. J'espère que je serai à la hauteur. Tu me mets beaucoup de pression. Tu vas bien faire ça. Ouais, je reconnais beaucoup de visages. Je suis juste contente de revoir beaucoup de personnes que je connais, avec qui j'ai collaboré de près ou de loin autour du tableau de bord et également de la mission de l'Observatoire qui va bien au-delà du tableau de bord, comme Martine l'a si bien dit tantôt. Donc, merci de votre présence. Sans plus tarder, je vais y aller là. Donc, Martine a présenté les différents thèmes qui seront abordés. Donc, si on commence par le premier thème, niveau de vie et vulnérabilité, les indicateurs du tableau de bord qui sont couverts par ce thème sont la défavorisation matérielle, la défavorisation sociale, les incapacités physiques, mentales et liées à la santé de la population. Donc, si on s'intéresse au premier sous-thème, c'est-à-dire l'indice de défavorisation matérielle, en quoi est-il pertinent? Il est pertinent parce qu'il réfère à la dimension matérielle de la pauvreté qui renvoie au manque de ressources matérielles et financières et au manque de capacité que cette privation implique. Donc, ces répercussions se manifestent dans différentes sphères de la vie, notamment dans l'alimentation et le logement. En effet, lorsque les ressources matérielles et financières sont limitées, les personnes en situation de vulnérabilité matérielle doivent souvent faire des choix difficiles parce qu'ils sont dans l'incapacité de combler l'ensemble de leurs besoins essentiels. Et le fait de pouvoir combler ces besoins influe sur leurs conditions de vie tout en réduisant leur possibilité de se sortir de la pauvreté. Donc, l'indice de défavorisation matérielle permet aussi de localiser avec précision les poches de vulnérabilité afin de mieux cibler les territoires d'intervention et les interventions. Donc, l'indice de défavorisation matérielle est calculé à partir de 3 indicateurs qui sont étroitement liés, à savoir l'éducation, l'emploi et le revenu. Donc, on soutient généralement qu'un niveau de scolarité qui est élevé contribue à de meilleures conditions de travail, on fait référence à l'emploi, qui entraîne un meilleur niveau de vie, on fait référence au revenu, et à une meilleure qualité de vie et ultimement à un meilleur état de santé et de bien-être. Dans le cadre du tableau de bord, l'indice de défavorisation matérielle reflète davantage une mesure des inégalités de pauvreté au sein d'une population, en ce sens où la population est répartie en 5 sous-groupes de quintiles, selon le niveau de défavorisation observé. Le premier quintile représente le sous-groupe des 20% personnes les moins défavorisées et le 5e quintile, le sous-groupe des 20% personnes les plus défavorisées. Donc, les codes de couleur qui sont attribués à chaque sous-groupe de quintile que vous voyez sur la carte de défavorisation facilitent la lecture des scores des différents territoires, permettant ainsi d'identifier assez rapidement le niveau de vulnérabilité des populations. Donc, le code rouge, vous comprendrez qu'on est en présence de territoires qui connaissent une forte défavorisation matérielle ou sociale, comme on le verra tantôt. En observant la carte de défavorisation matérielle qui est projetée, on voit que la pauvreté a bien ces territoires en estrie. On voit beaucoup de rouge, hein?
Plusieurs municipalités rurales et arrondissements sont en code de couleur rouge. Passons au deuxième indice, donc l'indice de défavorisation sociale, qui réfère à la dimension sociale de la vulnérabilité et renseigne précisément la vulnérabilité qui provient de la privation de pouvoir pour favoriser son intégration à un réseau, ça peut être social, familial, d'entraide, et sa participation sociale à la société. Vivre seul, sans avoir les moyens de subvenir à ses besoins de base, sans pouvoir pleinement participer à la vie active sociale, parce qu'on n'a pas les moyens de se déplacer, parce qu'on n'a pas les moyens de fréquenter des lieux ou même d'inviter des personnes chez soi, représente une privation majeure. Tout comme l'indice de défavorisation matérielle, l'indice de défavorisation sociale est calculé à partir de 3 indicateurs qui sont projetés sur la diapositive. Et il y aurait un 4e indicateur permettant d'observer particulièrement la réalité des personnes âgées de 65 ans et plus, qu'on n'a pas sur la diapositive, mais qui existe sur le tableau de bord. La carte de défavorisation sociale codée en couleur permet de visualiser les inégalités sociales qui sont observées entre les différents territoires. Et si on veut aller plus loin, une fois le niveau de vulnérabilité identifié, donc codé rouge, vert ou jaune, l'observation des composantes de l'indice permet de cerner les leviers qui pourraient éventuellement être activés pour améliorer ou maintenir une situation. Ce qui nous amène au 3e indicateur en rapport avec le premier thème, à savoir la population ayant une incapacité. Pourquoi c'est pertinent? Parce que ça nous éclaire sur la réalité des personnes qui vivent avec des limitations fonctionnelles, physiques, mentales ou avec des problèmes de santé, tout simplement. Notamment les personnes qui ont de la difficulté à entendre, à voir, à marcher, à monter des escaliers, à se pencher, etc. Les malentendants, malvoyants rentrent dans cette catégorie. Ça permet de connaître la réalité de cette population pour éventuellement en tenir compte lors de la planification de l'offre de services et de programmes. Par exemple, on sait que les personnes qui ont des limitations physiques ont besoin de services de transport adaptés pour se déplacer, d'équipements adaptés pour accéder à certains édifices, etc. Les indicateurs qui sont associés à l'incapacité désignent la proportion des personnes ayant déclaré être limitées dans leurs activités quotidiennes à cause d'une incapacité. Et le tableau de bord distingue la réalité des personnes qui sont âgées de moins de 65 ans et celle des personnes âgées de 65 ans et plus, car la prévalence de l'incapacité augmente avec l'âge. Vous avez les indicateurs sur la diapositive. Donc, je dois juste préciser que l'indicateur ne tient pas compte des personnes qui vivent dans les centres hospitaliers de soins de longue durée, dans les hôpitaux, excusez-moi, et dans les maisons de chambre. Donc, voilà qui complète la présentation du tableau de bord associé à la pauvreté et à la vulnérabilité sociale vécue par les populations de nos territoires. Qui nous amène au deuxième thème pour le portrait socio-économique sommaire. Bien, pour aller plus loin, justement, bien, il y a plusieurs indicateurs du portrait économique qui ont une influence sur le niveau de vie. Donc, je te laisse présenter le deuxième thème, Marie-Suzanne. Oui, merci beaucoup, Martine. Donc, les indicateurs du tableau de bord couverts par le thème sont l'éducation, l'emploi et le revenu. Donc, 3 indicateurs, comme on l'a vu tantôt, qui sont très liés. Vous pouvez d'ailleurs, je vous invite à le faire, donc à essayer de vérifier jusqu'à quel point l'hypothèse que je vous ai présentée tantôt est vraie dans vos territoires d'intervention ou vos milieux de vie.
Autrement dit, que lorsqu'on a une scolarité élevée, donc on a les chances d'obtenir un bon emploi qui nous procure un bon revenu, ce qui entraînerait ultimement une amélioration de la qualité de vie et un meilleur état de santé et de bien-être. Donc, l'emploi et le revenu sont deux composantes de la vitalité économique et la troisième composante étant la dynamique démographique. Et je dois préciser que les indicateurs du tableau de bord sont observés selon le sexe afin d'éclairer les disparités ou les écarts qui existent entre les hommes et les femmes et de rendre compte de la réalité différenciée selon le sexe. Donc, on commence par l'éducation. L'éducation joue un rôle essentiel dans la transmission de connaissances, de qualifications, de compétences pour participer activement à la société et à la vie économique. Et dans une économie qui repose de plus en plus sur le savoir, la qualification de la main-d'œuvre est devenue un enjeu important pour les personnes qui désirent intégrer durablement le marché du travail. On soutient généralement que l'éducation éloigne de la pauvreté. Et en effet, les études démontrent que les personnes disposant d'une éducation supérieure vivent plus longtemps, prennent part plus activement à la vie politique et locale, commettent moins de délits et ont moins recours à l'aide sociale. Ça, c'est les études qui le disent. Et dans le cadre du tableau de bord, 4 niveaux d'éducation sont considérés selon le niveau de scolarité atteint le plus élevé. Donc, vous les avez sous les yeux. Par exemple, si on s'intéresse au premier indicateur, il désigne la proportion de la population masculine, féminine ou totale, âgée de 25 à 64 ans, possédant un niveau de scolarité qui est inférieur au diplôme ou au certificat d'études secondaires. Et en général, les statistiques démontrent que les hommes sont proportionnellement plus nombreux que les femmes à avoir obtenu un diplôme d'une école de métier, c'est-à-dire un diplôme d'études professionnelles. Et inversement, les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à avoir obtenu un diplôme universitaire. Ce qui nous permet de passer au deuxième sous-thème, l'emploi. L'emploi comporte des avantages socio-économiques évidents. En plus de nous permettre de gagner de l'argent, avoir un travail, c'est aussi rester en lien avec la société, renforcer son estime de soi et améliorer ses qualifications et ses compétences. Et pour une bonne partie de la population, l'emploi est la principale source de revenus. Bien que l'accès à l'emploi réduise les risques de faibles revenus et favorise l'inclusion sociale des individus, il n'en demeure pas moins que certaines personnes, comme les familles vulnérables et leurs enfants, qui vivent des cycles intergénérationnels de désavantages, sont souvent contraints de travailler à temps partiel ou d'occuper à temps plein des emplois précaires demandant très peu de qualifications. Les indicateurs du tableau de bord associés à l'emploi peuvent être regroupés en 3 catégories. Donc, la première catégorie, c'est le taux d'inoccupation des adultes qui sont âgés entre 25 et 64 ans. Donc, pourquoi on s'intéresse aux personnes âgées de 25 à 64 ans? Parce qu'ils sont théoriquement comptés parmi la population active. Dès lors, s'ils n'occupent pas un emploi, c'est pertinent de savoir combien ils représentent. Et généralement, quand ils sont inoccupés, c'est parce qu'ils sont à la recherche d'emploi, c'est-à-dire que c'est des chômeurs. Ils sont aux études, des personnes au foyer, retraités ou des travailleurs saisonniers qui, en basse saison, ne cherchent pas à travailler. Ou tout simplement, ils ont des raisons, des problèmes de santé qui les empêchent de travailler. On s'intéresse aussi
aux personnes, au taux d'occupation des personnes âgées de 15 à 24 ans qui, théoriquement, sont aux études. Dès lors, s'ils occupent un emploi, c'est pertinent de savoir combien ils représentent. On s'intéresse aussi aux personnes âgées de 65 ans et plus qui, théoriquement, sont à la retraite. Dès lors, s'ils occupent un emploi, c'est pertinent de savoir combien d'aînés sont actifs sur le marché du travail. Le tableau de bord s'intéresse aussi aux personnes qui travaillent à temps partiel dans les communautés, particulièrement pour les adultes âgés de 25 à 64 ans. En ce qui concerne les adultes âgés de 25 à 64 ans, la population féminine est plus concernée que la population masculine par le travail à temps partiel, qui est par choix ou par contrainte. Et si on s'intéresse aux personnes, aux jeunes âgés de 15 à 24 ans, eux aussi, ils sont interpellés par le travail à temps partiel pour se laisser du temps à consacrer à leurs études. Les aînés âgés de 65 ans et plus aussi qui travaillent plus souvent à temps partiel pour se laisser du temps pour savourer leur droit à la retraite. Quoi de plus naturel et normal. Le dernier sous-thème des indicateurs du tableau de bord en rapport avec le portrait socio-économique, ça rapporte au revenu. Donc, le revenu est à diverses sources et le revenu total, je vous fais l'économie des différents types de revenus, salaire, honoraire, rente, dividende, tout ce que vous voulez. Et la somme de tout ça correspond au revenu total. L'insuffisance d'un revenu pendant un moment donné de la vie d'une personne peut contribuer à miner sa capacité à participer activement à l'économie et à la société. Et le revenu est compté parmi les facteurs les plus déterminants pour prévenir la criminalité. Dans le cadre du tableau de bord, 4 catégories d'indicateurs associés au revenu sont interpellés. Il y a les transferts, il y a le faible revenu, le revenu total médian et le revenu d'emploi médian. Arrêtons-nous aux transferts gouvernementaux. La part du revenu total provenant des transferts gouvernementaux renseigne la dépendance des personnes en âge de travailler, donc qui ont 15 ans ou plus, et des jeunes familles qui ont des enfants au transfert public. Prenons un exemple fictif. Si dans une communauté quelconque, la part du revenu total provenant des transferts gouvernementaux des familles ayant un enfant âgé de moins de 18 ans est égale à 33%, il faudrait comprendre alors que la dépendance des jeunes familles de ce territoire envers les transferts gouvernementaux est élevée. En effet, 33%, ça représente un tiers du revenu total, ce qui n'est pas marginal. Donc, je vous laisse imaginer le sort de ces familles une fois les enfants rendus majeurs, advenant qu'elles ne reçoivent aucun revenu supplémentaire pour compenser la perte progressive de revenus observée. Et les chances de les voir basculer dans la pauvreté est élevée. En ce qui concerne le faible revenu, la proportion des personnes à faible revenu dans les ménages privés renseigne la pauvreté de la population active et des aînés sur un territoire, selon le seuil défini par Statistique Canada, à savoir la mesure du faible revenu après impôt. Donc, c'est le seuil qui permet de voir si un individu est pauvre ou une famille est pauvre ou pas. Les personnes à faible revenu s'exposent à un risque plus élevé
de vivre des situations de pauvreté qui pourraient les précipiter dans la spirale de l'exclusion sociale. On s'entend que lorsqu'on offre des services ou des programmes facturés sur un territoire, c'est pertinent de s'interroger sur la capacité à payer des potentiels utilisateurs ou consommateurs. Donc, sans rentrer dans les détails, les personnes qui vivent seules, notamment les personnes âgées de 65 ans et plus, sont généralement surreprésentées dans la population à faible revenu. Par ailleurs, les familles monoparentales qui ont le stress d'assurer seules l'éducation de leurs enfants et de relever tous les défis que cela représente sont aussi surreprésentées dans le groupe des familles à faible revenu, notamment les familles dirigées par une femme. Le revenu total médian après impôt est un important indicateur de mesure du niveau de vie des personnes, des ménages ou des familles. Cet indicateur permet de savoir si, dans une communauté, le revenu total médian permet à la majeure partie de la population locale de satisfaire adéquatement leurs besoins de base. Les autres besoins importants et les besoins non essentiels. Okay? Les besoins de base, c'est le logement, s'alimenter, se déplacer, ainsi de suite. Et les autres besoins importants, je fais référence à la santé et l'éducation. Et les autres besoins non essentiels, c'est tout ce qui contribue à agrémenter notre existence. Concrètement, les indicateurs du tableau de bord renseignent le niveau de vie de la population en âge de travailler, c'est-à-dire ceux qui ont 15 ans ou plus, le niveau de vie des ménages et le niveau de vie des familles économiques. Donc, les définitions sont sur la diapositive, la différence qui existe entre ces différentes catégories. Enfin, le revenu médian d'emploi est compté parmi les indicateurs de mesure de la qualité des emplois occupés par les travailleurs d'une communauté. L'emploi étant la principale source de revenus, comme je l'ai dit tantôt. Donc, voilà qui fait le tour des indicateurs socio-économiques du tableau de bord. Donc, ce qui nous permet de passer, Martine, oui, merci Marie-Suzanne. Au prochain thème. Au prochain Oui. thème. Donc, notre prochain thème, c'est un thème qui va interpeller plusieurs d'entre vous aujourd'hui, qui est le vieillissement de la population et les municipalités en Estrie. Donc, on va vous proposer 2 calculs qui permettent de mieux adresser cet enjeu-là sur le terrain. Ouais, les indicateurs du tableau de bord ont été regroupés en 2 sous-thèmes. Donc, comme vous le voyez, on s'intéresse d'abord au sous-thème dynamique de la population, dépendance démographique et mobilité des individus. Ce sous-thème renseigne la transformation démographique des territoires, puisque l'accroissement démographique, je l'ai dit tantôt, est la 3e composante de la vitalité économique. Et la mobilité renseigne la stabilité résidentielle de la population locale. D'ailleurs, plusieurs études s'interrogent sur le développement d'un sentiment d'appartenance et d'attachement à un territoire dans un contexte de croissance de la mobilité des individus, un contexte d'ouverture des frontières et de développement des moyens de transport et de communication. Et la plupart des études s'intéressent particulièrement à l'exode des jeunes. L'écart de la population entre deux années renseigne l'évolution de la population au cours de cette période précise. Donc, une communauté peut connaître un accroissement démographique, un déclin significatif de la population ou une stabilité de la population. Ensuite, la mobilité 1 an ou 5 ans désigne les personnes ayant déménagé à court terme, mobilité 1 an, et à plus long terme, c'est la mobilité 5 ans. Ça renseigne la stabilité résidentielle des résidents d'un territoire. Autrement dit,
la capacité d'une partie de la population locale à se maintenir dans un logement décent pour diverses raisons. Donc, je vous fais l'économie de ces raisons. Ensuite, il y a, même s'il n'est pas disponible, le tableau de bord publie les indicateurs qui permettent de le calculer. Il s'agit là du ratio de dépendance démographique qui est obtenu en faisant le rapport de la population théoriquement inactive, c'est-à-dire les jeunes d'âge mineur et les personnes aînées, sur la population active. Donc, ça désigne le nombre d'individus supposés dépendre des autres pour leur revenu par rapport au nombre d'individus en âge de produire de la richesse, c'est-à-dire la population active plutôt. Un exemple fictif pour vous aider à y voir plus clair, c'est projeté aussi. Si dans un territoire, la répartition de la population totale par tranche d'âge est la suivante, donc 5 165 jeunes d'âge mineur, 12 555 adultes, 9 305 aînés. Donc, le ratio de dépendance démographique s'obtiendra en faisant la somme, c'est que 5 165 jeunes plus 9 305 aînés divisé par 12 555 adultes, ce qui nous donne 1,15. Comment on l'interprète? Ça veut dire tout simplement que 115 individus théoriquement inactifs dépendent de 100 individus actifs pour leur revenu. Donc, on observerait ainsi un certain déséquilibre entre la population active et celle qui est théoriquement inactive, qui pourrait modifier la manière de fonctionner de la communauté, tant du point de vue économique que social et culturel. Le deuxième sous-thème a rapport à l'âge médian et à l'indice de vieillissement. Donc, le vieillissement de la population peut être l'effet d'une augmentation du nombre de personnes âgées. Donc, c'est la cause la plus souvent présentée. Les dernières perspectives démographiques de l'Institut de la statistique du Québec révèlent que d'ici une vingtaine d'années, le nombre d'aînés sera en forte croissance dans toutes les régions. Le vieillissement de la population peut être aussi la conséquence d'une baisse de la mortalité et de l'allongement de la durée de vie, l'espérance de vie à la naissance qui augmente, les déficits de jeunes, la baisse de la natalité ou encore la transition démographique. L'âge médian est un indicateur important de mesure du vieillissement de la population. Donc, après avoir classé la population en âge croissant ou décroissant, l'âge médian correspond à l'âge de la personne qui se trouve au milieu du classement. Et l'observation de l'évolution de l'âge médian dans le temps renseigne la dynamique du vieillissement de la population. On qualifierait une population de vieillissante si l'indicateur observé augmente de façon soutenue au fil du temps. Donc, il se calcule en faisant le rapport entre le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus sur le nombre de personnes âgées de moins de 18 ans. Donc, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, donc ça nous ferait 9 305 aînés sur 5 165 jeunes d'âge mineur, qui est égal à 1,8. Comment ça s'interprète? Ça voudrait dire tout simplement que 18 personnes de 65 ans et plus pour 10 personnes de moins de 18 ans. Donc, le poids des aînés est relativement élevé par rapport à celui de la relève. Il y aurait lieu de s'inquiéter des conséquences sociales, sanitaires, économiques que ce déséquilibre pourrait entraîner à moyen et à long terme. Par exemple, les bris de services, les fermetures d'entreprises et de commerces. Toujours avoir l'œil sur l'équilibre à observer entre les différentes tranches d'âge. Voilà qui conclut la présentation des indicateurs du tableau de bord sur le vieillissement de la population et la dévitalisation de nos municipalités. Martine?
Oui, bien, en lien justement avec notre thème précédemment, donc Marie-Suzanne, quels seraient les indicateurs à regarder lorsque vous travaillez sur l'attractivité, la rétention et la revitalisation d'un territoire? Commençons par les indicateurs intéressants à observer. Pour ce qui concerne l'attractivité et la rétention, c'est le logement, c'est l'emploi, c'est le transport, qui reste un défi tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Pourquoi ces trois indicateurs sont pertinents? Donc, vous conviendrez avec moi qu'il existe déjà plusieurs mesures qui sont instaurées dans beaucoup de municipalités visant l'accès à la propriété, l'aide à la famille, l'accueil, l'intégration, l'aide à l'établissement de nouveaux arrivants, etc. Bien que ces mesures soient pertinentes, il ressort des expériences passées qu'elles ne sont pas toujours suffisantes. Dès lors, il semblerait qu'une implication des leaders locaux, qu'une mobilisation ainsi qu'une prise en charge de la population locale soit de plus en plus nécessaire pour sortir les municipalités dévitalisées de leur cycle de dévitalisation. Et à ce propos, le volet qualitatif du tableau de bord offre une intéressante démarche de mobilisation intersectorielle et territorialisée autour des enjeux et du potentiel de développement de nos communautés. Donc, si on s'arrête à l'emploi, il n'y a qu'un seul indicateur du tableau de bord qui couvre cette section. On sait que l'emploi attire, mais c'est la qualité du milieu de vie que retient. Autrement dit, l'écosystème socio-économique est un facteur d'attractivité dans un territoire. Et la proportion de travailleurs dont le lieu de travail habituel se situe dans sa municipalité de résidence renseigne la disponibilité de l'emploi dans cette municipalité. Donc, toutefois, l'indicateur ne renseigne pas sur la qualité des emplois qui sont disponibles. L'indicateur, les travailleurs âgés de 15 ans et plus, dont le lieu de travail habituel se situe dans la même municipalité que celle de résidence, désigne l'attractivité économique d'un territoire en ce sens où il permet l'identification des territoires qui servent ou pas de dortoir à leurs résidents. Donc, territoire dortoir, vous comprenez que la majeure partie de la population travaille à l'extérieur de ce territoire. Si on s'arrête à la deuxième catégorie d'indicateurs, c'est-à-dire le transport, là, on distingue les indicateurs du tableau de bord, distingue le transport en commun et actif et la durée du trajet. Donc, le déplacement du domicile au lieu de travail fait partie de la vie quotidienne de la majeure partie des travailleurs. En réalité, les déplacements du domicile au lieu de travail engendrent des coûts économiques tant pour les résidents, les utilisateurs et les autorités publiques. Dans certains cas, le mode de transport qui est utilisé pour se rendre au travail peut être le résultat de choix, puisque certains aiment marcher, tandis que d'autres préfèrent conduire. Toutefois, dans de nombreux cas, le mode de transport peut être dicté par différents facteurs, que ce soit sous l'aspect financier, l'accès à un réseau de transport commun, surtout en milieu rural, ou la nécessité d'établir un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Si on s'intéresse aux deux premiers indicateurs, c'est-à-dire transport en commun et transport actif, les territoires bien desservis en transport en commun et disposant d'aménagements appropriés qui favorisent la pratique sécuritaire de la marche ou du vélo sont généralement attractifs. Et sur le plan de l'environnement, le recours accru à ces modes de transport durables contribue à la réduction de la pollution atmosphérique et de la congestion routière. Par ailleurs, le mode de transport des travailleurs peut être dicté par la distance du domicile au travail. Donc, ils ne trouvent pas à travailler chez eux, ils travaillent ailleurs, par exemple. Les indicateurs se rapportant à la durée du trajet du domicile au travail
renseigne, entre autres, la congestion routière lors des déplacements pour les travailleurs qui empruntent les réseaux routiers, notamment ceux qui se déplacent en navette, les automobilistes ou les usagers du transport en commun. En termes d'interprétation, les deux premiers indicateurs, c'est-à-dire transport en commun et transport actif, se rapportant au transport, renseignent plutôt la manière dont les gens se rendent au travail. Donc, le mode de déplacement en transport en commun ou collectif est financièrement plus accessible pour les utilisateurs car elle permet des économies d'échelle. Par ailleurs, c'est un fait reconnu que l'activité physique a des effets positifs sur la santé, aussi bien la santé physique que mentale. Et ce mode de déplacement contribue à réduire la production de gaz à effet de serre, en plus de favoriser un mode de vie actif et d'améliorer les habitudes de vie. Concernant le dernier indicateur, c'est-à-dire le trajet domicile-lieu de travail, les longs déplacements quotidiens sont associés à des problèmes de santé. Et d'un point de vue des politiques sociales, ils peuvent mettre à rude épreuve les relations familiales. Et plusieurs exemples vécus au Québec ou ailleurs ont démontré que divers projets de revitalisation mobilisateurs et rassembleurs ayant intégré les sphères du développement durable ont permis à certaines municipalités de vitaliser, de s'en sortir. Cette perspective sous-tend une harmonisation des dimensions économiques, environnementales et sociales. La troisième section, c'est le logement. Les indicateurs associés au logement, on les a regroupés dans le tableau de bord en 3 catégories. D'abord, le statut du logement, ensuite les dépenses associées au logement et enfin la qualité du logement. Le statut de propriétaire résident est gage d'une certaine stabilité résidentielle, elle-même considérée comme un facteur de protection contre la criminalité, puisque ça permet aux résidents de s'engager envers leur quartier et d'exercer un contrôle sur ce qui s'y passe. Les deux indicateurs du tableau de bord sont couverts par cette catégorie. Les territoires où il y aurait peu de logements à louer risquent d'être peu attractifs. Il est fort probable dans ces territoires que la demande potentielle de logements à louer soit plus importante que l'offre de logements disponibles pour location, occasionnant ainsi des flambées de prix, quelle que soit la qualité du logement. En ce qui concerne les dépenses associées au logement, il y a le loyer brut moyen qui renseigne le montant total moyen de tous les frais de logement payés chaque mois par les ménages locataires. Donc, ça comprend les prix du loyer, les frais d'électricité, de chauffage, ainsi que les autres services municipaux. Donc, il est bien connu que les familles vivant en contexte de vulnérabilité se retrouvent souvent dans des conditions de logement défavorables. D'ailleurs, les analyses locales soulèvent en ce sens des préoccupations en termes de coûts et de qualité. Le rapport des frais de logement aux revenus désigne le pourcentage du revenu mensuel total moyen des ménages qui sont consacrés au logement, aux dépenses liées au logement. Donc, je dois préciser que le seuil de 30% est un repère utile pour l'évaluation de la tendance en matière d'abordabilité du logement. Et des études sur la consommation des ménages considèrent qu'une part de 30% ou plus du revenu accordé aux dépenses au logement représente une charge financière relativement importante. Et les personnes qui consacrent 50% ou plus de leur revenu annuel brut au logement ne disposent pas souvent assez de revenus pour satisfaire les besoins essentiels et importants. Et c'est souvent le cas des personnes économiquement défavorisées et des familles qui sont aux prises
avec des difficultés financières qui sont contraintes de dépenser une proportion importante de leurs revenus pour s'alimenter, se loger, se déplacer, se vêtir, s'éduquer, se soigner, etc. La qualité du logement, même si le coût du logement attire, c'est souvent la qualité du logement qui retient et les gages de stabilité résidentielle. Donc, 3 indicateurs du tableau de bord en rapport avec la qualité. Vous les avez sous les yeux. Donc, les logements, voilà, c'est ça. Concrètement, Marie-Suzanne, en 1 minute, quels autres indicateurs peuvent permettre la revitalisation des territoires? Ouais, l'immigration et les jeunes familles, donc qui sont considérées comme des sources de revitalisation de la population. Et on parlerait aussi, quand on parle d'immigration, on pense également à la langue parce que les immigrants proviennent de divers horizons. L'immigration et les jeunes, donc il s'agit ici de miser sur l'immigration et les jeunes familles pour renouveler la population et revitaliser nos municipalités. En ce qui concerne l'immigration, le tableau de bord distingue la population immigrante totale de la population immigrante récente, car cette distinction permet de mesurer le poids de l'immigration récente par rapport à l'immigration totale. Ce qu'on observe, c'est que les immigrants détenant un diplôme universitaire sont de plus en plus nombreux à arriver au Canada et les immigrants récents sont relativement plus jeunes, c'est-à-dire ils contribuent plus à l'économie, ce qui est une bonne chose. Et selon Citoyenneté et Immigration Canada, les immigrants viennent de plus en plus d'Asie, y compris le Moyen-Orient. Dès lors, la proportion d'immigrants qui parlent une autre langue que le français et l'anglais à la maison a fortement augmenté. Donc, la connaissance de la langue est un indicateur qui est très, très important, puisque lorsqu'on connaît une langue, on est capable de se faire servir dans cette langue. Donc, on suppose que la connaissance de la langue suppose d'être capable de soutenir une conversation en français. Donc, d'être capable de s'exprimer également dans cette langue. Un autre indicateur intéressant, c'est la langue qui est parlée à la maison, qui est un indicateur de présence d'une diversité culturelle dans un territoire. Et pour ce qui concerne les familles, donc, on interpelle généralement les jeunes familles ayant des enfants. Donc, c'est-à-dire ici qu'on mise sur la relève pour revitaliser nos municipalités. Et on observe que l'installation de jeunes familles dans un territoire contribue significativement au renouvellement de la population locale. Donc, voilà qui met fin à la présentation des indicateurs du tableau de bord sur l'attractivité, la rétention et la revitalisation de nos territoires. Donc, c'est avec plaisir, Martine, que je te passe le relais. Désolée d'avoir empiété un peu sur ton temps. Merci de votre attention. Fanny. Merci beaucoup, Marie-Suzanne, d'avoir partagé vraiment tes connaissances et ton savoir. Je sais que c'est un défi pour toi d'être dans le temps puis d'être synthèse. Donc, merci beaucoup d'avoir présenté. Donc, un mot en fait sur la planification des services et des programmes. À peu près tous les indicateurs qu'on vous a présentés aujourd'hui pourraient se retrouver dans la planification des services et des programmes. Puis, étant donné que vous provenez vraiment de partout de l'Estrie, de toutes les... vous avez vraiment les profils des secteurs différents. Ce qu'on souligne, c'est que la planification des services et des programmes, ça permet de connaître sa population, de voir la capacité de la population à payer pour des programmes, des services, des activités. Il faut penser aussi à l'accessibilité en transport en commun actif, la disponibilité des infrastructures pour les logements. Il y a beaucoup de données aussi qui sont disponibles pour la petite enfance et famille. Donc, ce sont toutes des choses à prendre en considération quand vous planifiez vos services et vos programmes. Ça dépend vraiment de ce que vous réalisez. Donc, ça permet de mieux cibler les interventions, de planifier le développement, de proposer une offre en loisirs et vie communautaire qui est adaptée.
Mais on a fait un petit exercice avec le rétablissement en lien avec la COVID, donc comment planifier la sortie de crise. Et pour ça, je vais laisser la parole à ma collègue Jessica Veillette, qui est conseillère en résilience ici à l'OADC et qui a réalisé une grande étude avec de nombreux acteurs, la santé et l'OADC sur la résilience. Donc, je vais lui laisser présenter les 2 prochaines diapositives. Super, merci Martine. Donc, ce que je vous présente, c'est issu de l'étude qu'on a fait avec 70 participants sur la réponse à la COVID, puis différentes rencontres de groupes de discussion. Ce qui apparaît évident par rapport au rétablissement, bien déjà, c'est qu'il faut commencer à en parler, il faut commencer à se projeter pour être... il y a déjà des initiatives qui sont en place, là, mais on trouve important de vous en glisser un mot aujourd'hui pour commencer à se projeter à la sortie de crise. Comment ça se fait concrètement sur le terrain? Ce qu'on observe, c'est les cellules de crise commencent à transformer leurs activités, puis sont plus en mode vraiment rétablissement. Puis tout ce que ça fait, c'est de continuer à être les yeux, les oreilles sur le terrain pour aller connaître, comprendre, observer c'est quoi les besoins des différentes populations pour ensuite revenir à l'intérieur de la cellule de crise qui va peut-être s'appeler la cellule de rétablissement pour trouver des solutions qui soient concertées et adaptées pour les populations. On travaille beaucoup, les organismes sur le terrain avec l'aide de la santé publique travaillent beaucoup dans les approches de proximité justement pour être bien ancrés sur les besoins des communautés. Puis, il y a beaucoup d'initiatives intersectorielles qui ont émergé. Il y en avait déjà qui étaient en place avant la crise de la COVID, mais il y en a d'autres qui ont émergé. Et ça, ce travail-là en concertation intersectorielle, donc qui inclut autant le niveau scolaire, municipal, la santé, communautaire, tout ça, mais continue à bien travailler ensemble là, pour répondre aux besoins. Puis, ce qui est remarqué aussi, c'est que de déjà commencer à parler du rétablissement, ça donne de l'espoir. Alors, on trouve ça important de mettre de l'eau au moulin aussi dans ce sens-là. Je vais vous présenter quelques indicateurs qu'on a regardés qui ont une cohérence là, avec le rétablissement, en lien du fait que les impacts psychosociaux de la COVID ont touché plusieurs types de populations, puis selon le cas, disons, les pertes d'emploi qui ont été affectées, le stress sur les ménages qui peut créer encore plus de division, de divorce, le décrochage scolaire, par exemple, qui risque d'augmenter, l'accès à l'information pour les personnes qui sont allophones, par exemple. Alors, vous voyez la liste là, c'est une proposition d'être à l'affût de ces indicateurs-là pour bien reconnaître ces populations et les impacts qu'elles peuvent avoir vécu présentement et à venir, là, des impacts de l'isolement, par exemple, ou de tout ce qu'on vit par rapport à la gestion de la COVID. Voilà, parcours. Merci, Jessica. Donc, c'est sûr que ces données-là sont disponibles en 2016, donc elles ne reflètent plus nécessairement le portrait réel, mais ça reste quand même, ça peut donner un aperçu. Donc, ça nous mène à la fin de notre webinaire aujourd'hui d'exploration et d'appropriation du tableau de bord des communautés. Donc, si vous voulez aller plus loin si vous avez des questions de compréhension par rapport aux thèmes ou aux indicateurs qu'on a présentés, donc vous pouvez m'écrire ou via un lien de prise de rendez-vous que Geneviève va déposer dans la messagerie. Si vous voulez aussi parler de votre contexte et voir comment le TBCE peut être utilisé avec vos équipes, vos partenaires, vos membres, comment il peut être appliqué sur le terrain. Donc, ça va être plus facile de le faire par téléphone avec moi pour la suite que de prendre un temps aujourd'hui vu qu'on est très nombreux. Et si vous voulez changer sur le type d'accompagnement qui est offert par l'OADC, ça fait partie de la mission de l'Observatoire de soutenir les communautés locales en Estrie. Donc, ça va nous faire plaisir de pouvoir échanger sur votre réalité. Donc, il y a d'autres ressources qui sont disponibles en Estrie qui ont des tableaux de bord avec la santé publique. Donc, il y a le tableau de bord de la santé publique, le tableau de bord des municipalités et il y a aussi un tableau de bord sur des données de population, estimation et projection. Donc, merci beaucoup, Marie-Suzanne, d'avoir donné ton temps aujourd'hui, d'avoir transmis ton savoir et tes connaissances. C'est très apprécié. Puis, on espère continuer à te voir à l'OADC sur des projets spéciaux. Merci à tout le monde d'y avoir assisté aujourd'hui à ce webinaire-là. On espère que ça a pu
répondre un peu à vos questions, à mieux connaître cet outil-là et voir comment il peut être utile sur le terrain. Et n'hésitez surtout pas à m'écrire ou à communiquer avec moi pour partager vos questions. Et au plaisir de vous recroiser sur le terrain.